Le bruit des canons résonnait encore dans les oreilles de Thomas, un jeune soldat de l'Union, blessé lors de la bataille de Gettysburg. Il était alité dans une tente d'hôpital. Entouré de gémissements et d'une odeur âcre de médicaments, une jeune femme, nommée Clara, entrait dans la tente, les manches de sa robe retroussées, sans un visage sérieux mais doux. Elle était infirmière, et ses mains expertes s'activaient avec une gentillesse qui tranchait avec la brutalité de la guerre. Thomas, d'abord méfiant, observait Clara avec curiosité. Elle lui parlait avec calme, lui nettoyait ses plaies, et lui apportait un peu de réconfort. Les jours passaient, et une étrange familiarité s'installait entre eux. Thomas, originaire d'une petite ferme de l'Ohio, racontait ses rêves d'une vie paisible, loin des champs de bataille. Clara, elle, lui parlait de sa famille à Boston, et de son désir de soigner les autres. Un jour, une attaque ennemie surprit l'hôpital. Les tentes tremblaient. Les blessés criaient. Clara, malgré la peur, continuait de soigner les soldats. Thomas, même affaibli, essaya de la protéger. Ils se retrouvèrent côte à côte, unis par une solidarité inattendue. Après la bataille, le calme revint. Mais quelque chose avait changé entre Thomas et Clara. Une amitié profonde s'était forgée au milieu du chaos. Thomas, rétabli, devait rejoindre son régiment. Avant de partir, il serra la main de Clara. Un sourire sincère illuminant son visage. Il savait qu'ils ne se reverraient peu, être jamais, mais le lien qu'ils avaient créé resterait gravé dans leur cœur, un témoignage de l'humanité qui pouvait fleurir même au milieu de la guerre. Au cœur du vibrant Harlem des années 1920, une jeune poétesse, nommée Lena, nourrissait une passion ardente pour les mots. Ses poèmes, imprégnés de l'âme de son peuple et des rythmes du jazz, étaient son cri de liberté. Chaque soir, elle se faufilait dans les clubs enfumés, cherchant une scène pour partager ses vers. Les hommes, souvent sceptiques, la regardaient avec amusement, mais Lena, avec sa détermination silencieuse, ne se laissait pas décourager. Une nuit, au milieu du brouhaha d'un club, un célèbre écrivain, M. Hughes, l'entendit déclamer. Ému par la puissance de ses mots, il la prit sous son aile. Il lui présenta des éditeurs et des artistes, ouvrant ainsi des portes qui semblaient auparavant fermées. Les poèmes de Lena commencèrent à être publiés. Touchant le cœur de beaucoup, elle parlait de rêves, de lutte, d'espoir et d'amour. Sa voix, autrefois étouffée, résonnait maintenant dans tout Harlem. Et au-delà, les gens se pressaient pour l'entendre lire. Et les femmes admiraient son courage. Lena comprit que sa lutte avait touché une corde sensible et que son histoire résonnait avec celle de beaucoup d'autres. Elle continua d'écrire, non seulement pour elle, mais pour toutes les voix qui cherchaient à être entendues. Elle devint un phare d'inspiration, prouvant que même les plus petits murmures pouvaient devenir un tonnerre. Dans le cœur vibrant de Paris, où les klaxons résonnaient et les lumières scintillaient, vivait une jeune femme nommée Élise. Elle travaillait dans une petite librairie, entourée de récits d'un autre temps. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle aperçut une créature étrange. Près du pont des Arts, c'était un griffon, avec des ailes de faucon et un corps de lion, perché sur une rambarde, comme s'il était un habitant de la ville. Élise fut d'abord effrayée, mais sa curiosité l'emporta. Le griffon semblait perdu, un peu comme un touriste égaré dans un endroit inconnu. Elle s'approcha lentement, lui offrant un morceau de son sandwich au fromage. Le griffon accepta la nourriture avec une douceur surprenante. Chaque soir, Élise retournait au pont pour voir le griffon. Elle l'appela Lumière, en raison de ses yeux dorés. Lumière lui raconta des histoires d'un monde caché, un monde où les créatures mythiques vivaient en harmonie. Un jour, Lumière lui demanda de l'aider à rentrer chez lui, et Élise accepta sans hésiter. Ensemble,
Ils traversèrent des passages secrets, des ruelles invisibles aux autres, jusqu'à un portail magique, caché derrière une fontaine. C'était une porte vers un autre monde. Elle y serra Lumière dans ses bras, avant qu'il ne s'envole. Elle retourna dans sa vie parisienne, mais elle portait un secret. Elle savait désormais qu'il n'y avait plus que ce que l'on voyait, que la magie pouvait se cacher dans les coins les plus inattendus de la ville. Au cœur d'une vieille ville se dressait une tour d'horloge ancestrale. Ses aiguilles semblaient bouger avec une lenteur particulière, comme si le temps, lui-même, hésitait à s'écouler en sa présence. Personne ne soupçonnait que derrière son cadran poussiéreux se cachait un pouvoir extraordinaire, celui de manipuler le temps. Un jeune horloger, nommé Thomas, découvrit ce secret en réparant les rouages complexes de l'horloge. Il trouva des inscriptions gravées qui parlaient d'une époque où le temps était malléable. Fasciné et effrayé, Thomas réalisa qu'il pouvait modifier le passé, le présent et même l'avenir. Il décida de faire un petit essai. Il remonta le temps d'une heure, espérant éviter un accident de la circulation qu'il avait vu se produire plus tôt dans la journée. Il réussit, mais il vit aussi des changements subtils dans son propre environnement. Les gens qu'il avait croisés semblaient un peu différents. Thomas comprit alors la portée de son pouvoir. Il aurait pu devenir un dictateur temporel. Mais il choisit une autre voie. Il utilisa son pouvoir pour faire le bien, corrigeant des injustices et réparant des erreurs, sans jamais altérer le cours naturel des choses. Il devint le gardien secret du temps, veillant sur la tour d'horloge et assurant la stabilité du monde. Chaque nuit, il montait les marches de la tour, ajustant les engrenages et murmurant des prières pour que le temps continue de couler paisiblement. Léo était un adolescent comme les autres, sauf qu'il avait un don pour voir le potentiel dans ce que les autres jetaient. Un jour, en se promenant dans les rues de sa ville, il remarquait la quantité de déchets que les gens laissaient derrière eux, des vieux meubles, des appareils cassés, des jouets abîmés. Tout cela semblait inutile aux autres, mais pas à Léo. Il décida alors de collecter ces objets et de les ramener dans son garage. Au début, ses parents étaient sceptiques, mais ils le laissèrent faire. Léo commença à réparer, à nettoyer et à transformer ses objets. Il utilisait son imagination et sa débrouillardise pour créer de nouvelles choses. Un vieux vélo devint un support à plantes, des morceaux de bois furent transformés en étagères originales, et des tissus usés devinrent des coussins. Bientôt, son garage ressembla moins à un dépotoir et plus à un atelier créatif. Ses amis commencèrent à s'intéresser à ses créations. Ils lui demandèrent de créer des objets pour eux, et Léo se rendit compte qu'il pouvait peu être en faire un commerce. Il créa une petite page en ligne pour présenter ses créations. Les premières commandes arrivèrent, puis d'autres, et encore d'autres. Léo se retrouva à travailler tous les soirs après les cours. Son garage devint un vrai laboratoire de création et de recyclage. Il embaucha d'autres jeunes de son quartier pour l'aider. Il leur apprit à réparer et à créer comme lui. L'entreprise de Léo grandissait, et il commença à se faire connaître dans toute la ville. Son histoire inspira de nombreux jeunes à se lancer. Il fut invité à des conférences pour partager son expérience. Il ne s'attendait pas à un tel succès en commençant. Son secret était sa persévérance et sa vision. Il avait su voir la beauté là où les autres ne voyaient que des déchets. Léo prouva qu'avec de la volonté, on pouvait transformer l'ordinaire en extraordinaire. Il était devenu un modèle pour sa génération, un exemple de créativité et de détermination. Sa petite entreprise était devenue un symbole d'espoir et d'ingéniosité. Il continua à créer, à réparer et à inspirer les autres, un objet recyclé à la fois. Sophia était une jeune fille de 13 ans qui vivait dans un petit village au bord de la mer. Chaque matin, elle marchait sur la plage, ramassant des coquillages et des pierres brillantes. Elle aimait entendre le bruit des vagues et sentir le sable sous ses pieds. Un jour, après l'école, Sophia décida de marcher près des falaises. Le soleil commençait à se coucher, et la lumière dorée illuminait les rochers. Alors qu'elle marchait lentement, quelque chose attira son attention. Derrière un gros rocher, elle aperçut une petite ouverture dans la paroi de la falaise.
C'était une grotte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Qu'est-ce que c'est? Murmura Sophia, curieuse. Elle s'approcha et regarda à l'intérieur. L'entrée était sombre, mais Sophia pouvait sentir une brise fraîche qui venait de la grotte. Elle posa son sac à dos sur le sol, prit sa lampe de poche et entra lentement. L'intérieur de la grotte était calme et mystérieux. Les murs étaient couverts de mousse verte et l'air était humide. Sophia pointa sa lampe de poche devant elle et avança prudemment. Chaque pas résonnait doucement. Après quelques minutes, Sophia vit quelque chose briller dans le sable. Elle s'agenouilla et toucha l'objet. C'était une petite boîte en bois, vieille et abîmée par le temps. Avec précaution, Sophia ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait un pendentif en forme de coquillage. Le pendentif brillait faiblement, comme s'il contenait une lumière douce à l'intérieur. « C'est magnifique », chuchota Sophia. Émerveillée, elle mit le pendentif dans son sac et retourna rapidement chez elle. En arrivant, elle courut dans la cuisine, où sa grand-mère préparait le dîner. « Grandmère, regarde ce que j'ai trouvé », dit Sophia, en sortant le pendentif. Sa grand-mère, une femme aux cheveux gris et au regard doux, prit le pendentif et l'examina de près. Ce pendentif est très ancien. Sophia, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, dit-elle. Le lendemain, Sophia raconta son aventure à ses deux meilleurs amis, Marco et Lucia. Il faut y retourner, s'exclama Marco. Excité, Lucia hocha la tête. Oui, peut-être qu'il y a d'autres choses à découvrir. Ensemble, ils retournèrent à la grotte. Sophia montra l'endroit où elle avait trouvé la boîte. Alors qu'ils explorèrent plus profondément, Marco remarqua des symboles gravés sur les murs. « Regardez ça, on dirait des signes anciens, » dit-il en pointant du doigt. Lucia s'approcha et observa attentivement. Pour être que le pendentif peut nous aider à comprendre. Sophia sortit le pendentif et le tint devant les symboles. Soudain, les gravures commencèrent à briller d'une lumière douce. Un léger tremblement se fit sentir sous leurs pieds. Lentement, une partie du mur s'ouvrit, révélant un passage secret. Les trois amis se regardèrent, surpris mais excités. « On entra » demanda Sophia. Marco sourit. « Bien sûr. »